Bonjour, aujourd'hui je voulais parler d'un livre que j'essaye de lire depuis 10 ans, chaque année, c'est-à-dire du côté de chez Swan et plus largement la recherche. Donc en fait je me suis dit que pour accompagner ma lecture, j'allais faire une sorte de carnet de lecture en vidéo et du coup à chaque fois que je terminerai un tome, je viendrai faire un petit point. Il y aura donc 7 vidéos puisqu'il y a 7 tomes. Euh, est-ce que, est-ce que ça mettra un an? Est-ce que ça mettra 3 mois? Je ne sais pas. En tout cas, c'est parti. C'est bien sûr très difficile de parler de Proust. C'est déjà même très difficile de le lire puisque le chemin est tellement balisé, il a tellement été foulé, piétiné, arboré, voilà, que c'est plutôt difficile de créer son propre chemin, en fait, de cheminer par soi-même. Et du coup, j'ai eu l'impression d'avoir besoin de réapprendre à lire. Réapprendre à lire ou plutôt de désapprendre à lire. Je me suis vraiment forcée à essayer d'avoir le regard le plus naïf possible et de retrouver un peu la lecture comme quand on est un peu plus jeune, enfant, adolescent, et juste tomber dans ce plaisir-là. Et ça tombe très bien parce qu'en fait, Proust nous aide à ça puisque j'allais dire ses réflexions, mais son roman commence, commence avec ça, avec les plaisirs de l'enfance, avec ces moments décrochés du temps de l'enfance. Il y a plusieurs choses que je voulais dire sur ce premier tome. Alors bon, je ne vais pas présenter vraiment l'œuvre puisque, encore une fois, c'est très connu. Mais disons qu'elle se partage en 3 parties. La première, c'est plutôt l'enfance du narrateur à Combray. La deuxième, on a ce chapitre donc qui s'appelle, cette longue partie qui s'appelle Un amour de Swann. Et là, donc, on retourne en arrière dans un temps d'avant la naissance du narrateur. Et c'est là aussi où c'est intéressant parce que la narration est à la première personne et du coup on a un point de vue interne dès le début. Et puis dans cette deuxième partie, on, on a ce qu'on appelle plutôt un point de vue omniscient puisque toutes les pensées de Swann nous sont données, alors que c'est toujours le même narrateur qui parle puisque de temps en temps on retrouve les marques de sa présence via l'utilisation de la première personne du singulier. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est une vraie prise de liberté. Il y a une réelle hybridité de la narration et ça, voilà, j'ai vraiment aimé ça. Et ça se termine par nom de pays, le nom. Et là, c'est toute une rêverie onomastique sur qu'est-ce que le nom, qu'est-ce que suggèrent les noms de pays inconnus qui nous sont inconnus, qu'est-ce que cela nous suggère, comment on peut idéaliser des lieux, enfin ça nous montre comment on peut idéaliser des lieux et du coup des personnes sans les connaître vraiment, juste à travers leur nom. En parlant de nom, celui du narrateur on ne l'a pas, et c'est aussi ça qui est intéressant parce que ce premier tome il met un nom sur les choses, un peu comme à la création du monde où vous avez Dieu qui nomme les choses. Ici, le narrateur pose son monde, pose les fondements de son monde et nous donne les mots pour pouvoir nommer son monde. Ce qui est aussi intéressant et qui porte l'œuvre, c'est cette notion de double. Il y a bien sûr le double en fait de la vie et de la fiction. La fiction vient doubler la vie, elle vient la redoubler, elle vient l'enrichir. Et au bout du compte, ce qui est vécu, c'est plus la fiction que la vie. Ce double entre la fiction et la vie, on le retrouve aussi en Amour, tel que l'amour est peint par Proust, c'est-à-dire le double entre la personne qu'on aime, enfin la manière dont on voit la personne qu'on aime et ce qu'elle est réellement. Donc l'amour est aussi créateur de fiction et ça c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une mise en perspective entre cet amour qu'on ressent pour quelqu'un, entre du coup l'amour de Swann qu'il va ressentir pour Odette, et le fait de créer, et le fait d'imaginer, et le fait d'inventer. L'auteur écrit invente un livre, le narrateur invente un monde, l'amoureux invente
un cœur invente une âme et j'ai trouvé ça vraiment très fort. J'ai employé le mot de Dieu tout à l'heure et c'est pas innocemment puisqu'on a aussi pas mal de références dans ce premier roman, dans ce premier tome à tout ce qui est beauté du jardin, un réel amour du narrateur pour toute la flore. Et du coup, toute une réflexion autour des jardins, notamment des Champs-Élysées, autour des Champs-Élysées. Et du coup, on ne peut pas ne pas penser, bien sûr, au paradis de l'enfance qui, de manière irrémédiable, va être perdu de toute façon. Le double aussi que j'ai trouvé, c'est entre la vie mondaine et la vie intime. On a pas mal de scènes comme ça dans les soirées mondaines de cette époque. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Les petites conversations mondaines, même si c'est assez drôle de temps en temps. Je pense aussi que... ce qui est intéressant ici aussi, c'est de voir qu'il y a une différence entre l'intime, ce qu'on a profondément en soi, et ce qu'on montre en société. Donc c'est un autre double qu'on peut voir. Ce que j'ai vraiment adoré aussi dans ce livre, c'est bien sûr... c'est de retrouver une composition un peu comme une variation, c'est-à-dire que j'ai l'impression, comme en musique un peu, ou peut-être en peinture aussi, mais je m'y connais encore moins en peinture qu'en musique, d'avoir un thème comme ça qui est reproduit de plusieurs manières. Alors ça, c'est juste une chose que je dis maintenant, mais peut-être que je vais complètement changer d'avis en continuant cette lecture, mais j'ai l'impression que Proust nous dit toujours la même chose, en fait. Sauf que ça va prendre d'autres enveloppes, d'autres formes, d'autres prétextes, j'ai envie de dire, mais qu'au bout du compte, il nous dit toujours la même chose. C'est un peu le fait, pas de goûter, il nous fait goûter quelque chose, et en fait, il nous fait goûter à tout. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que en fait, c'est cette expérience de cet aller aux choses qui est sans cesse investi, réinvesti, inventé, réinventé. Donc au bout du compte, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose et qu'il y a du coup une sorte de litanie comme ça qui nous berce tout le long et qui fait qu'on s'accroche. En parlant de musique, il parle notamment de Chopin. Et à un certain point du livre, il décrit les phrases de Chopin, les phrases musicales de Chopin. Il dit, à propos d'une femme à propos d'un des personnages qui entend bien Chopin, il dit « Elle avait appris dans sa jeunesse à caresser les phrases au long col sinueux et démesuré de Chopin, si libres, si flexibles, si tactiles, qui commencent par chercher et essayer leur place en dehors et bien loin de la direction de leur départ, bien loin du point où on avait pu espérer qu'atteindrait leur attouchement, et qui ne se jouent dans cet écart de fantaisie que pour revenir plus délibérément, d'un retour plus prémédité, avec plus de précision, comme sur un cristal qui résonnerait jusqu'à faire crier, frapper au cœur. » Et en fait, moi j'entends la description des propres phrases de Proust, ces phrases qui partent comme ça avec une première idée et puis qui commencent à prendre des tours, des détours. On a l'impression qu'il digresse, totalement, on se dit où va-t-il? Et puis il revient à son propos de départ et il nous lâche une petite avec l'art de la clausule notamment, ou puis l'art de la pointe, ou voilà, je veux pas rentrer non plus dans trop de trucs théoriques, mais en tout cas, à la fin de sa phrase, on respire et il y a une sorte de soulagement, une sorte de découverte souvent, et c'est ça qui est fabuleux. D'ailleurs, en terminant le livre, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais, pas d'emblée comme ça, je suis revenue relire des passages. Pour entendre encore la musique, vraiment, j'ai pas envie de rentrer dans des adjectifs comme c'est magnifique, c'est magique, etc. Mais ça l'est. Je disais qu'il nous faisait goûter à tout, et c'est ça, en fait, le mot, c'est le tout. Il y a une sorte de recherche de totalité qui est hyper intéressante. Il essaye de capter tous les détails, et c'est aussi pour ça, peut-être, que ces phrases sont à rallonge. Bien sûr, c'est une fausse totalité, puisque ce n'est pas possible de pouvoir tout dire, mais il y a cette volonté-là qui est assez incroyable, et c'est à la fois touchant,
remarquable, brillant. Quelque chose comme ça de la totalité, en fait, ou de l'absolu. Je saurais pas dire. Et aussi, il y a une autre chose que j'ai ressentie en lisant, c'est... J'ai eu l'impression de retrouver à la fois ce qui a été écrit avant et ce qui a été écrit après, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de brassage, une sorte... Enfin, on vit l'intertextualité, en fait. On vit ce dialogue entre les textes. Après, là, c'est très anecdotique, mais par exemple, j'ai retrouvé un peu en Odette, l'un des personnages, du coup, un peu de Rosanette, de l'éducation sentimentale de Flaubert. Et ça, c'est pas du tout étonnant, puisque Proust est un pasticheur de Flaubert et féru de Flaubert. Mais c'est pas juste ça. Il y a quelque chose, voilà, il y a une sorte de somme. Son œuvre, c'est un peu... Enfin, pour le moment, je la lis, je la ressens comme une somme. Et je pense que beaucoup aussi sont allés piocher après dans Proust. Je pense qu'on écrit différemment une fois qu'on a connu Proust. Si tant est qu'il nous touche, bien sûr. Si son effet marche sur nous. Hein. Voilà, c'est les choses que j'ai... c'est les choses que j'ai ressenties, que j'ai vues, entendues en lisant du côté de chez Swann. Je ne sais pas si je terminerai la recherche, mais... Simplement, avec ce premier tome, il y a déjà quelque chose de mon rapport au monde, de mon rapport aux choses, justement, qui a déjà commencé à changer. Donc voilà, c'était à la recherche du temps perdu de Proust. Et on se revoit à l'ombre des jeunes filles en fleurs.